Vincent Pavanello, bonjour. Bonjour. Cofondateur de Realistake, association qui regroupe les startups liées à l'immobilier. Et vous avez une double actualité. Tout d'abord, vous publiez, comme chaque année, votre baromètre annuel sur les startups dans l'immobilier, le poids économique avec les principales levées. Et puis, le gouvernement vous a confié une mission de réflexion sur l'innovation, l'accélération de l'innovation dans le secteur du logement. Alors tout d'abord, le baromètre Realistake sur les levées de fonds et le poids économique des startups dans l'immobilier, quel est-il ? En effet, on fait ce baromètre chaque année depuis 2 ans pour essayer de mesurer ce qui est l'importance, l'impact de ces startups de l'immobilier et de la construction dans nos secteurs. Alors effectivement, chacun, et en tout cas les professionnels du secteur, voient des startups émerger à différents endroits de la chaîne de valeur, mais c'est parfois difficile d'avoir une vue d'ensemble de ce qu'elles représentent au global. Donc ce baromètre, il est là pour ça. Et cette année, en tout cas, la première chose qu'on observe sur ces startups de l'immobilier, c'est qu'il y a eu un peu moins de création de startups, puisqu'il y avait à peu près une centaine de créations de startups en 2017 et que ce chiffre tombe à 40 pour l'année 2018. Et en fait, contrairement à ce qu'on pourrait penser, c'est plutôt une bonne nouvelle. Oui, c'est pas un signe inquiétant. Non, au contraire, si on regarde ce qui s'est passé dans d'autres secteurs d'activité, comme par exemple les fintech ou les foodtech qui ont émergé un petit peu avant ce que nous on appelle les real estate ou les proptech, on voit qu'il y a aussi eu un pic de création et puis très vite on est retombé sur un rythme de croisière d'une quelques dizaines de créations par an. Au fond, c'est un bon signe, ça veut dire que le secteur arrive à une certaine maturité, que les startups qui trouvent le moins leur marché vont disparaître et que celles qui au contraire ont trouvé des clients, des partenaires et qui grossissent vont émerger de manière de plus en plus forte. Alors avant de voir justement les principales, le poids économique global, c'est plus de 200 millions d'euros de levée de fonds. Alors effectivement, quel indicateur économique choisir pour mesurer ce qu'est l'importance et ce qu'est l'impact de ces startups ? Le seul qui est public, qui est disponible, c'est le montant total des levées de fonds. On n'a pas le chiffre d'affaires, on n'a pas les résultats, donc on se base sur cet indicateur qui n'est pas parfait, mais qui témoigne quand même de la confiance, l'intérêt des investisseurs. Et cet indicateur-là est plutôt très bon pour 2018, puisque les startups de l'immobilier et de la construction ont levé 204 millions d'euros en 2018 versus 170 millions en 2017. Donc on a une augmentation de 15%. Et si on va un peu plus loin dans les chiffres, ce qu'on observe, c'est que la somme d'argent qui est investie dans ce qu'on appelle le early stage, les premiers tours, le seed investment, les gens qui vont mettre 100, 200 000, 300 000, 500 000 euros dans une startup, ce montant global est resté relativement stable, autour d'une trentaine de millions d'euros. Et donc ça veut dire que le gap entre 200 et 30, donc les 170 millions d'euros, ont été investis sur des deuxième, troisième tours, quatrième tours de start-up, ce qu'on appelle dans notre jargon des séries A, série B, série C, et qui montrent que des startups qui ont levé des petites levées de fonds il y a 2 ou 3 ans, aujourd'hui lèvent des grosses levées de fonds. Et ça, c'est important aussi de bien voir ça et on le montre dans le baromètre. Et alors justement, quels sont les principaux acteurs dans le podium, dans ce top 10, les 3 premiers ? Alors les premières, celles qui ont levé le plus d'argent, la première c'est FinalCAD. Donc FinalCAD, vous savez, c'est ce logiciel de coordination chantier dans lequel la maquette numérique est intégrée. Entreprise, ou plutôt start-up encore, mais bientôt entreprise, je viens de faire le lapsus, française, mais qui est déjà active notamment en Asie et dans d'autres pays européens, qui a levé une quarantaine de millions d'euros auprès d'investisseurs très prestigieux. On a la start-up Miro, qui est connue pour être cette plateforme, cette marketplace de photographes professionnels qui a 2 activités. La première, c'est effectivement de vous mettre en relation avec un photographe professionnel qui vient prendre des photos de votre appartement, de votre maison que vous voulez louer ou vendre. Et puis, ils ont un deuxième business model, une deuxième activité qui est d'investir massivement dans l'intelligence artificielle autour des photos et donc d'être capable, à la lecture de milliers ou de millions de photos, puisque c'est aujourd'hui ce qui génère, de faire des analyses assez poussées sur quels sont les meilleurs, quels sont les moins bonnes. Donc ils ont vraiment ces deux business. Après, il y a plein d'autres startups. Il y a Abix aussi. Abix qui est connu pour être un peu pionnier dans la personnalisation du logement. Donc sur Abix, on passe d'un modèle où en fait le maître d'ouvrage fait un programme, je vais faire des T2, des T3, des T4 et le propose à la commercialisation auprès d'acheteurs potentiels, à un modèle inversé où les acheteurs potentiels se rassemblent d'abord, essaient d'imaginer ce qui pourrait être l'immeuble idéal qui leur correspondrait en fonction de leurs besoins individuels, et puis ensuite le maître d'ouvrage reçoit cette commande, j'allais dire, et adapte son programme à ce qui est la demande et développe un programme de logement neuf. Voilà. En France, plus de 400 startups liées à l'immobilier. Quelles sont les principales tendances ? Qu'est-ce qui ressort ? C'est avant tout le service, c'est aussi le recouvrement d'impayés, des services de ce type qui sont… Toute la chaîne de valeur est touchée. Le financement de l'immobilier est massivement touché avec l'émergence de nouvelles plateformes de crowdfunding immobilier et puis la réussite de celles qui étaient là dès le début. Je pense à WeSeed, je pense à Anaxago, je pense à Fundimo qui obtiennent aujourd'hui des résultats importants. Dans la partie construction, on en a parlé avec FinalCAD, c'est l'émergence de logiciels chantiers qui sont de plus en plus complets et qui permettent
des interfaces, des interfaçages de plus en plus différents. Au début, c'était simplement pour le maître d'œuvre. Aujourd'hui, le maître d'ouvrage peut aussi se connecter pour suivre l'avancée du chantier. Le banquier peut aussi se connecter. L'assureur peut aussi se connecter. Donc, on voit bien que ces logiciels chantiers deviennent de plus en plus complets, donc intéressants, donc permettent des gains de productivité. Sur la partie que nous on appelle gestion, la grosse transformation, c'est sur le marché de la transaction immobilière. Sur où les on a transactions, deux modèles pour les simplifier en une minute. C'est le modèle Purple Bricks qui est de dire je vous fais votre transaction à un frais fixe. En France, ça s'appelle Liberkey, ça s'appelle Proprio. Et puis vous avez le modèle du e-buying, qu'on appelle dans notre jargon, qui consiste en fait pour l'intermédiaire à prendre le risque de liquidité à la place du vendeur. Donc vous êtes vendeur, moi je suis intermédiaire. Plutôt que vous trouver un acheteur, d'abord je vous achète votre bien. Vous avez votre liquidité, vous pouvez acheter un autre bien, déménager. Et moi, je me charge en tant qu'intermédiaire de revendre ce bien. Donc, je porte le bien sur mon bilan. Donc, on voit bien que c'est un changement là aussi de paradigme dans cette industrie de la transaction immobilière. Le marché du syndic est en train d'être profondément transformé. Pas tellement avec des nouveaux acteurs, mais en tout cas avec un équipement logiciel des syndics qui est en train de se moderniser fondamentalement. On parle d'AG dématérialisé avec un acteur comme Ciment, par exemple, qui est sur cette thématique. Et puis sur les usages, on l'a vu avec la levée de fonds de Colonize au début de l'année 2019, le coworking trouve son équivalent dans le résidentiel et ça s'appelle le co-living. Co-living, oui, tout à fait. Quels sont maintenant, on va voir avec la mission que vous a confiée le gouvernement, c'est Julien Denormandie, le ministre du Logement, qui vous a remis une lettre et qui vous incite justement à réfléchir sur l'accélération de l'innovation dans le logement, réfléchir aussi aux nouveaux enjeux, de mettre en relation à la fois les besoins des professionnels, l'innovation des startups et puis les attentes des particuliers. C'est vraiment ça. Alors, quelles sont les avancées, les innovations qui peuvent être intégrées dans un temps court, puisqu'on sait que les besoins et les attentes sont quand même très différents, dans un temps court? Tout l'enjeu aujourd'hui, et on le voit avec le mouvement social que traverse la France actuellement, c'est est-ce qu'on fait de l'innovation pour les gens qui sont déjà les gagnants de la mondialisation dans les métropoles, ou est-ce qu'on essaie de faire de l'innovation pour faire une ville qui est plus inclusive, plus juste, et où chacun trouve sa place. C'est aujourd'hui vraiment l'enjeu et la mission s'intègre totalement dans ce dilemme-là, dans ce débat-là. Au fond, si dans 5 ans ou dans 10 ans on se revoit et que la seule avancée ça a été des surconnectés pour les immeubles parisiens, hyper bien connectés déjà, bien situés, etc., une smart city dans les 3-4 villes qui marchent bien en France, bon, ce sera déjà ça, et ce ne sera pas nul, mais on n'aura fait qu'une partie du chemin. Et l'enjeu aujourd'hui, c'est de mettre l'innovation au service d'un logement plus abordable, donc moins cher, plus accessible aussi. Et donc, je crois que la mission s'intègre totalement là-dedans. Et c'est pourquoi la première, parce que la mission en fait se divise en 4 sous-missions qui seront 4 rapports. C'est pourquoi le premier rapport est consacré à la construction hors site, donc à la construction préfabriquée, industrialisée, parce que pour nous, ça ne casse pas les modèles économiques traditionnels, parce qu'il y a beaucoup de pros, de professionnels qui voient d'un mauvais œil justement ces process regroupés. Il peut y avoir des résistances, il y en a eu par le passé, et il y en aura peut-être encore à l'avenir. Ce que j'observe, c'est que c'est une vraie réponse, d'abord d'un point de vue environnemental. Par exemple, si je prends un exemple dans le rapport, on détaillera tout, mais la gestion des déchets, c'est beaucoup plus facile de gérer les déchets quand ils sont produits en usine que quand ils sont produits sur le chantier. C'est la première chose. Ouais. La deuxième chose, ça répond à un vrai enjeu de pénurie de main-d'œuvre que traversent la plupart des pays sur ce domaine du BTP. Un chiffre parce qu'il montre beaucoup. Vous prenez les 5 plus grandes écoles d'ingénieurs en France, historiquement, 15% d'une promotion allait dans l'industrie du BTP depuis 20 ans. Ce chiffre est tombé à 6,5%, qui a été plus que divisé par 2. Donc à la fin, forcément, ça se ressent aussi en main-d'œuvre. Et les gens qui sont dans le secteur, il y a moins de gens qui y viennent et les gens qui y sont ont tendance à en partir parce que les conditions de travail, etc. etc. Et du logement moins cher, ça passe aussi par le terrain et la recherche foncière. Notamment. Alors effectivement, c'était mon troisième point, c'était de dire, et à terme, l'idée c'est qu'une construction plus industrialisée, avec des process qui sont ceux qu'on a pu voir par exemple dans l'industrie automobile, on doit pouvoir construire moins cher. Alors aujourd'hui, on ne va pas se mentir, ce n'est pas le cas. Même dans les pays d'Asie qui ont fait ce choix de la préfabrication, ils ne construisent pas encore moins cher. Mais il y a une courbe d'apprentissage et donc l'idée c'est que dans les années à venir, quand on aura fait le plus dur de cette courbe d'apprentissage, on arrivera à faire baisser les coûts. Et ce qui posera effectivement, ou en parallèle en tout cas, pose la question du foncier. C'est-à-dire qu'effectivement, si tous les gains de productivité qui sont faits sur la phase construction, sont grignotés par le prix du foncier qui augmente, ce sera un jeu à somme nulle et du coup, personne n'investira de l'argent. Donc il y a ces deux enjeux-là, construire moins cher et maîtriser le prix du foncier. Par rapport à l'étranger, où en est-on? Est-ce qu'on est vraiment à la pointe dans le domaine? On a du retard ou on est en avance? Dans une position intermédiaire. On tire un petit peu la sonnette d'alarme parce qu'on estime que la France n'a pas fait tous les efforts qu'il fallait dans les dernières années. Et on remarque aussi que la France a une expérience. D'abord, on a fait des grands programmes de construction hors site en France. On connaît tous les grands blocs qu'on a construits après la guerre de logement. Mais on a fait aussi un très grand programme au début des années 60 de rénovation d'écoles et d'extension d'écoles en hors site qui a été une grande réussite. Donc la France a encore des savoir-faire, une expérience. Mais aujourd'hui, clairement, on n'a pas pris le tournant du hors site. Quels sont les pays qui l'ont pris?
c'est les pays dans lesquels la pénurie de main-d'œuvre est la plus prononcée. Donc les pays où il y a aussi un vieillissement. Donc, je pense au Japon par exemple, où ils ont investi massivement dans la robotisation, dans l'industrialisation des process de construction. Je pense aux États-Unis, je pense au Royaume-Uni, je pense aussi à la Belgique, que parfois on cite moins, qui sont des pays qui ont pris ce tournant de la construction hors site. Et on observe notamment dans un rapport de McKinsey qui mesure la productivité dans les secteurs de la construction dans chacun des pays, que les secteurs qui ont pris le tournant du hors-site ont plutôt des meilleurs résultats en termes de productivité du secteur du BTP que les autres. Donc c'est aussi ce qu'on va essayer de viser. Et donc ce premier rapport qui sortira en mai ou juin 2019, donc c'est demain, il se veut analytique, on va analyser ce qui se passe dans les autres pays, mais il y aura aussi à la fin, dans une dernière partie, 12 propositions très concrètes. Des préconisations, oui. Voilà, oui. Qui visent à faire émerger en France une filière de la construction hors site, bois et béton. D'accord. Et le regard et les actions des GAFA, alors quels sont-ils ? Alors, les GAFA, ils sont partout et nulle part dans l'immobilier. On parlait de Google avant que j'arrive sur le plateau et de savoir si Google allait se lancer dans ce modèle que j'ai décrit tout à l'heure du e-buying, c'est-à-dire de cet intermédiaire qui prend le risque de liquidité à votre place. Google a déjà essayé de rentrer sur le marché immobilier en 2009 en mettant les biens à vendre directement sur Google Maps. Ça a été plutôt un échec. Donc, le marché était très mauvais, mais en tout cas, à voir s'ils vont revenir sur ce secteur-là. Il faut savoir que les acteurs du e-buying, le plus gros étant Opendoor aux US, c'est déjà des centaines de millions d'euros de R&D pour arriver à optimiser le modèle. Je donne un exemple sur Opendoor. Opendoor valorise votre bien. En 48 heures, il vous passe le cash. Le lendemain, il installe une serrure connectée dans votre bien, qui n'est plus votre bien d'ailleurs, qui est le bien maintenant de l'intermédiaire, pour que n'importe qui puisse le visiter et potentiellement l'acheter sans la présence physique d'un agent immobilier. Donc tout ce process industrialisé, très efficace, très rationalisé, il a demandé des centaines de millions d'investissements en R&D. Donc évidemment, Google et les autres GAFA ont cet argent-là, mais il va falloir quand même le mettre sur la table, ça prendra du temps. En revanche, et dernier point, on parlait de la construction hors site. Amazon est en pointe sur la construction hors site, a investi dans plusieurs startups qui réfléchissent à ce qui peut être la construction hors site de demain dans le logement. Et à la fois notre crainte, en tout cas ce qu'on regarde, c'est que si demain Amazon sait construire des biens et qu'avec son assistant virtuel, il sait un petit peu les gérer, il sait ce qui s'y passe, il aura un petit peu les deux versants de la médaille. Et il pourra devenir, je ne sais pas si ce sera un promoteur, un constructeur, un opérateur. En tout cas, il aura une carte à jouer dans le secteur immobilier avec cette double compétence. Très bien. En tout cas, remise donc du rapport au gouvernement sur l'accélération de l'innovation dans le secteur du logement, c'est à la mi-mai, c'est ça ? Exactement. Très bien. Vincent Pavanello, merci beaucoup. Merci à vous. Et à très bientôt pour une prochaine édition du Club Imo.